Voilà, je vais vous présenter maintenant mon autre casquette, qui est ma casquette d'enseignant cette fois-ci, et donc vous expliquer comment on a intégré PIX au niveau d'une haute école, une université, et de manière à vous expliquer un peu comment on a procédé, vous montrer les pour, les contre, les challenges, les soucis, mais aussi les joies quand ça fonctionne et quand tout se met en place correctement. Donc voilà, c'est un peu l'objet de la deuxième présentation. Donc, l'outil Pix est assez récent, hein. Donc, au niveau de l'enseignement en Suisse, on utilise Pix. On est un peu les premiers à l'utiliser. Pourquoi? Parce que il n'a pas encore été utilisé dans le pays. On est la première institution à l'utiliser et, euh, et à pouvoir ainsi euh, développer les compétences numériques de nos acteurs. Mais donc, on a un peu, pour l'instant, une relation un peu spécifique avec Pix aussi sur cette question-là, parce que donc pour eux, évidemment, un pays qui se rajoute à chaque fois, c'est des contraintes aussi en termes d'organisation, etc. Donc, on a un peu aussi fait les frais, si on veut, de la mise en place d'être les premiers dans un pays, c'est un peu compliqué. Donc, euh, c'était un peu notre réalité. Donc, c'est pour ça qu'on l'a indiqué. Donc, on a commencé en 2020 avec les contrats, on a mis en place en 2021. Donc, ça a commencé 2020-2021, l'année académique 2021, principalement en 21 où on a pu mettre l'outil en place au niveau du personnel. Alors, quand je dis personnel, c'est deux types. Donc, on a le personnel administratif et technique, qui est ce qu'on appelle le PATS. Et alors, on a le personnel académique, donc les enseignants. Donc, on a mis l'outil à disposition des deux publics. Et ça nous permet aussi d'avoir une approche un peu, euh, un peu différente au niveau des deux publics cibles, mais avec souvent le point que j'évoquais tantôt, qui est lié à la motivation, qui est lié à la mise à disposition de temps, etc. Donc, après, je pense qu'il faut vraiment comprendre aussi les réalités différentes. Donc, c'est-à-dire que Pix aujourd'hui, on a Pix qui est fait sur les compétences numériques transversales d'un citoyen. Donc, le PIX actuel, c'est PIX Citizen, si vous voulez. Donc, pour les élèves, il n'y a aucun souci. Pour les enseignants ou le personnel administratif, il n'y a aucun souci. Par contre, pour le personnel académique, évidemment, PIX ne traite pas de questions technopédagogiques. Donc, ceci est dans un autre référentiel qui s'appelle DISCOMP Edu, qui lui vise à développer les compétences, donc à cibler les compétences technopédagogiques d'un enseignant. Et donc, dans ce cadre-là, on aura un nouvel outil qui arrivera dans je pense, 2 ans, 1 an et demi, qui est Pixedu et qui, en fait, va analyser les compétences technopédagogiques d'un enseignant. Donc, ici, évidemment, quand le personnel administratif et technique se retrouve devant différents questionnements, notamment tout ce qui est gestion de données, recherche d'informations, etc. Donc, ce sont des compétences qu'ils utilisent dans leur métier de manière directe et tous les jours. Les enseignants, eux aussi, également, bien sûr, ils utilisent ce type de compétences. Mais ce qu'il y a, c'est que si on veut, on a une première couche qui est la couche digitale, qui est faite dans Pix ici et donc Pix Citizen, mais on a une deuxième couche technopédagogique qui se rajoute à la suite. Et en fait, cette deuxième couche pédagogique aujourd'hui n'est pas encore comblée. Donc, de ce fait-là, on a aussi ce questionnement du personnel académique qui dit, ben oui, mais donc, de manière concrète, très, très concrète, les questions aujourd'hui ne sont pas ciblées sur l'utilisation d'un outil de formation à distance ou l'utilisation d'un outil spécifique. Donc, ou sur des compétences technopédagogiques. Donc, on a aussi, mais c'est important de comprendre la réalité parce que on a aussi peut-être une motivation qui est un peu différente du personnel académique que du personnel administratif et technique, et donc des résultats aussi qui sont liés. Dans les deux cas, de toute façon, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer des parcours thématiques spécifiques pour le père, considérant ces éléments, et donc 3 parcours thématiques spécifiques pour le père et 4 parcours thématiques spécifiques pour le PATS, de manière à ce qu'ils aient des compétences qui soient au moins déjà un peu mieux aiguillées sur leur réalité quotidienne. Puis en parallèle, on a organisé 16 ateliers collectifs sur Pix.
Donc, en fait, le projet en tant que tel ici, la difficulté n'a pas été de mettre à disposition Pix. Je vais dire, malheureusement, c'est le plus facile. Donc, de créer le parcours, de le mettre à disposition, ça, c'est le plus facile. Le plus compliqué, c'est d'arriver à mobiliser l'ensemble des acteurs de manière à ce qu'ils y aillent. Et donc, pour ça, on a mis différentes actions en place. Donc, on a fait des ateliers sur des thématiques spécifiques, donc par exemple la collaboration, la recherche d'informations, etc. Ça permet de discuter de certaines questions PIX, de discuter aussi de en quoi c'est pertinent pour la thématique, de répondre de la pratique. Ça permet de répondre aussi à des questions que les personnes ont sur l'outil, comment on l'utilise, comment on peut l'utiliser dans le cadre de cours ou autre chose. Donc, c'est des questions plus génériques. Mais donc, en fait, si vous voulez, c'est des cafés pédagogiques, en somme, qui ont été réalisés. Avec des formations aussi. Donc, en parallèle, il y a également des formations qui sont organisées au niveau de l'ensemble. Donc, comment on a fonctionné au niveau des campagnes d'évaluation on a principalement, dans le référentiel, donc on s'est mis autour de la table avec les conseillers technopédagogiques, les conseillers pédagogiques, les ressources humaines, et on a créé donc on a aussi des responsables dans chaque faculté qui sont un peu nos points de contact numériques métiers dans chaque faculté. Et donc on a aussi en même temps intégré ces personnes de manière à choisir des parcours génériques pour le personnel académique et des parcours génériques pour le personnel administratif sur base du référentiel DIGCOM et du référentiel PIX qui est à notre disposition. Et donc, dans ce cadre-là, on a créé les parcours que j'ai évoqués plus tôt, de manière à cibler les acquis sur certains axes de compétences et sur certains niveaux de compétences que l'on voulait utiliser. En parallèle, on a mis en place des cafés PIX pour expliquer un peu comment fonctionne l'outil, etc. On a mis en place aussi une communauté de pratique numérique pour échanger avec l'ensemble des acteurs sur leurs questions de manière assez régulière, de manière asynchrone, de manière en fait à pouvoir essayer de mobiliser au maximum. Donc, ce qu'on n'a pas fait, par contre, en comparaison, encore à ce stade, en comparaison avec le ministère, par exemple, c'est l'aspect concours. L'aspect concours, cadeau, valorisation au-delà de 500 pics ou 300 pics, etc., ça, on n'a pas fait. Mais on va le faire parce que ça devient nécessaire aussi en termes de motivation et de mobilisation. Puis, au niveau des parcours qui ont été choisis, voilà les thématiques un peu qui ont été sélectionnées. On a aussi des parcours plus spécifiques qui ont été créés, notamment pour les équipes informatiques des facultés, de manière à pouvoir, parce que voilà, on avait aussi un souci en termes de niveau de compétence sur certaines dimensions, et donc ils ont été amenés par leur direction à suivre certains parcours, comme le service communication, c'était le même principe. Donc, il y a eu 2 parcours plus spécifiques qui ont été faits, 2 génériques pour le personnel administratif et technique de manière générique, et alors 2 autres plus spécifiques pour les informaticiens et les responsables com. Ce que je disais, donc chronologie, donc on a principalement du mois de février au mois de juin, on a mis en place une première vague de sensibilisation avec voilà, différentes formations, différents cafés pédagogiques, la communauté de pratique, la mise en place au niveau structurel aussi. Donc, ça prend quand même pas mal de temps en termes de communication. On a mis en place des flyers, des bannières, enfin voilà, pour essayer de faire connaître l'outil au maximum, que les gens s'y intéressent et que l'on ait un maximum de participants. L'objectif est celui-là. Donc, les points marquants ici, ce que je peux vous faire comme retour là-dessus, on a eu une implication assez importante, en tout cas des participants, mais c'était principalement une implication du personnel administratif. Le personnel académique l'utilise, mais enfin en 2021, l'utilisait, mais pas non plus, voilà, c'était pas l'engouement devant l'outil. Après, voilà, comme je le disais, hein, il a été mis à disposition en décembre 2020. Ça a vraiment commencé en février, donc c'est sûr que voilà,
l'année académique avait déjà débuté, etc. Donc, il y a des éléments, mais malgré tout, il n'y a pas eu cet engouement. Par contre, pour ceux qui ont utilisé l'outil, ils sont globalement satisfaits. Et ça se vérifie un peu dans l'ensemble, dans tous les publics. On a encore fait une enquête récemment au niveau du ministère pour voir le taux de satisfaction des personnes qui l'utilisent. Donc là, il y en a plus de 1600. Ici, on tourne autour de 200. Donc, on avait quand même, on avait quand même un taux de on a quand même un taux de satisfaction assez important. Donc, l'outil ne pose pas de souci. Donc, c'est déjà un grand point. L'outil en tant que tel est accepté, ne pose pas de problème. C'est vraiment plutôt dans la partie motivation. On a vu les échanges dans la communauté de pratique se développer de plus en plus parce que bon, certains montraient, ben voilà, moi j'ai réussi à faire ça. Par contre, j'ai pas réussi à faire ceci. Est-ce que quelqu'un a réussi à le faire, etc. Et donc, ça s'est un peu mis en place. Donc, vous avez accès aussi à un forum qui a été mis en place par le CRP. Donc, c'est le même principe. Et donc, cet aspect de communauté de pratique est relativement intéressant de manière à pouvoir avoir des infos vis-à-vis de ceux qui organisent le projet, mais aussi à l'interne pour pouvoir discuter avec les collègues. Donc, au niveau des obstacles, donc globalement, c'est une réussite dans le sens où le projet est quand même bien reçu et bien accepté et où il mobilise des personnes. Maintenant, il y a quand même des obstacles. Donc, c'est-à-dire que au niveau des obstacles, dans certaines facultés, notamment les facultés qui sont liées plutôt à tout ce qui est sciences humaines, art et design, etc., le taux de participation n'était pas très élevé parce qu'ils ont peut-être voilà, un intérêt moins important, alors que au contraire, dans la haute école de gestion, là, il y avait une participation plus forte. Donc, c'est aussi en fonction dans les hautes écoles, c'est pareil, dans les départements, d'un département à l'autre, il y a voilà, plus d'intérêt parfois sur les questions numériques. Donc ici, ça se vérifie, ça se met en évidence encore plus. Et alors aussi un élément, parce qu'en termes statistiques, il faut vraiment analyser l'ensemble. Et ça se vérifie un peu partout. Donc ça se vérifie aussi au niveau du ministère. Mais les personnes font le premier parcours PIX. Et pour eux, ils ont fait PIX. Donc, il faut aussi faire comprendre, donc ça c'est aussi de la communication, qu'il n'y a pas que le parcours de diagnostic notamment, qui en soi n'est pas là pour développer les compétences, mais est là pour établir un diagnostic. Donc, on n'a pas fait PIX en ayant juste fait un parcours. Et donc aussi, c'est que la plupart s'arrêtaient là. Donc, ils n'allaient pas au parcours 2 ou au parcours 3, vu qu'il y en avait plusieurs proposés. Et donc, il faut arriver à tirer les personnes jusqu'au troisième parcours. Et là, c'était compliqué. Donc, ça a été plus compliqué parce que seulement 23% sont arrivés au bout du troisième parcours. Mais donc, tout ça est toujours sur une base volontaire. Donc, c'est-à-dire que c'est quand la personne a le temps, quand ils en ont l'opportunité, l'intérêt, l'envie, etc. Et aussi, donc, il y a ce principe de personne relais a été mis en place également. Maintenant, voilà, c'est aussi des réalités. Ces personnes ne sont pas disponibles constamment non plus, donc ils essayent de mobiliser, mais bon, voilà, ils font ce qu'ils peuvent de manière à pouvoir le faire. Donc, il y a aussi ces contraintes horaires de ressources humaines également sur ce qui est sur ce qui a été fait. Donc, globalement, bah, l'expérience en 21 a été relativement concluante, bien que avec les contraintes que j'évoquais. Ici, l'outil monte au niveau intercantonal, donc il sera utilisé maintenant par d'autres universités, d'autres hautes écoles aussi, parce que voilà, l'intérêt et la pertinence est là, mais il y a des obstacles. Donc, en 2022, on a continué le déploiement. Donc, jusque-là, on a parlé des enseignants, on n'avait pas encore parlé des étudiants. Donc, en 2022, les étudiants ont pu avoir accès à PIX. On a pu aussi ouvrir la certification. Donc, on a des étudiants ou du personnel qui se certifient maintenant, de plus en plus, lié notamment à l'implémentation qui est quand même assez progressive. Donc, mon message aussi, c'est voilà, il faut peut-être pas s'attendre non plus à un engouement. Vous allez avoir un engouement au début, je suis sûr, sur les personnes qui ont un intérêt pour le numérique, mais peut-être pas l'ensemble des personnes. Et donc, il y a des personnes qui, par exemple, sont en fracture numérique, ont des difficultés au niveau numérique. Ben, ce sont pas ces personnes qui vont aller sur Pix là, au début, du moins. Donc, c'est des personnes qu'il va falloir ben, l'année 2, l'année 3, l'année 4, essayer de mobiliser parce que, ben voilà, un peu à la fois, ça va se faire connaître, l'outil va être de plus en plus présent
et ils vont y penser un petit peu à la fois, ils vont le faire. Mais c'est sûr que c'est pas sur un an où on a pu régler ce type de principe. Ici, on en est à la 3e année, donc on va encore mettre en place des mesures à la rentrée qui vont permettre d'aller encore plus loin. Donc, on a fait tout un principe de communication aussi pour les étudiants, de manière à ce qu'ils aient accès à PIX, que ça soit connu, etc. L'établissement est aussi centre de certification, donc tout le monde, enfin tous les étudiants et le personnel peut se certifier, l'outil c'est valorisé. On a mis en place aussi pas mal de supports de com, donc on a demandé à des étudiants d'expliquer en quoi ça permettait d'être utile dans leur quotidien. On a demandé à des enseignants de faire pareil, à du personnel administratif de faire pareil, et donc ainsi de suite. On a pu envoyer aussi des capsules vidéo qui ont été montées par des vidéastes pour pouvoir essayer de promouvoir l'outil et de montrer que ça avait un intérêt, tout avec un ensemble de communication qui a été poussé aussi, de manière vraiment à valoriser l'outil et ce qui a pu être mis en place au niveau global. Ils ont aussi accès à des cafés pédagogiques, des formations, des présentations de PIX de manière assez régulière. On a toujours voilà, une vingtaine de personnes qui sont présentes. Qui sont présentes et puis qui discutent ou qui interagissent ou qui se forment sur Pix. Donc c'est relativement important. Ça, on l'a vu, c'est quelque chose qui va être mis en place aussi l'année prochaine parce que la mobilisation est relativement importante et l'accompagnement du changement qui entoure l'outil est relativement important. Donc, en fait, c'est vraiment, je veux dire, primordial et crucial de pouvoir mettre en place l'accompagnement de manière à pouvoir justement embarquer l'ensemble des personnes et des acteurs. Donc, à ce stade-ci, ben, voilà, au niveau statistique, on a 566 participants, 26 parcours qui sont créés, parce qu'on a des parcours thématiques qui ont été rajoutés à la suite, 1500 campagnes débutées, donc avec quand même pas mal d'étudiants aussi qui se rajoutent à ceci, donc, et qui viennent compléter les statistiques. Mais donc ça se développe globalement, mais c'est sûr qu'il y a encore du chemin à parcourir. Donc aujourd'hui, on propose en fait Pix comme une offre de service, dans un sens, où le personnel y a accès de manière à pouvoir faire des parcours diagnostiques. On propose aussi aux enseignants de créer des parcours spécifiques dans le cadre de leurs cours, et ainsi de suite pour avoir, et aussi pour les départements. Par exemple, c'est relativement intéressant d'avoir, donc on réfléchit à ceci en termes de mesures, de fournir, donc ils ont toujours en début de rentrée une semaine de remise à niveau. Une remise à niveau qui se fait souvent sur les compétences liées à leur discipline. Ici, ce que l'on va intégrer, c'est la partie diagnostic des compétences numériques, formation PIX, dès l'entrée dans le bachelier. Donc, en entrée de bachelier, de manière à être sûr qu'ils aient les compétences numériques de base, de manière à pouvoir entrer dans leur cursus avec des compétences suffisantes, ce qui permet en fait surtout aux enseignants de ne pas devoir aussi faire du support, être sûr d'avoir des étudiants qui ont des compétences numériques suffisantes devant eux, et ainsi de suite. Donc, parce qu'en effet, il y a différentes préconceptions qu'il faut aussi casser. Hein. Le fait que des enseignants, des étudiants, parce qu'ils sont jeunes, arrivent devant vous avec des compétences numériques suffisantes, c'est faux, donc de manière uniforme, et des enseignants qui se forment de manière naturelle au numérique, ben voilà, c'est aussi discutable. Donc, en soi, le fait de pouvoir aussi avoir un cadre global, transversal pour tout le monde, permet aussi de pouvoir avancer là-dessus. Donc, pour les étudiants, ben, ils ont évidemment l'outil qui est utilisé dans le cadre de leur cours, ils ont l'outil qui est utilisé de manière transversale et leur certification qui est gratuite et qui leur est proposée. Donc,
une offre de service qui permet un peu, donc l'objectif étant aussi, c'est que par la porte, par la fenêtre, ils aient accès à l'outil et développent des compétences numériques, hein. Donc que ce soit pour les étudiants ou le personnel académique ou administratif. Donc l'offre de service aujourd'hui est quand même bien structurée. On a quand même, au niveau des chefs de département, ben voilà, une formation assez régulière. Donc on a mis en place une espèce de communauté de pratique avec les différentes facultés, les différents départements, les différentes autres écoles, de manière à pouvoir avoir une communication aussi qui se fait assez facilement et qui permet de recueillir leurs besoins et de faire avancer le projet de manière un peu cohérente. Ça aide tout le monde dans un sens. Et puis aussi d'avoir une communauté de pratique qui se crée. Donc après, voilà, c'est toujours l'approche volontariste qui pose souci. Et aussi cette fréquentation au café pédagogique, aux formations, qui n'est pas énorme. Donc, quand on met en place un café pédagogique sur Pix ou une formation, après, on n'en fait pas toutes les semaines non plus, mais on a une quinzaine de personnes sur les 400 enseignants, plus ou moins, qui viennent. Donc, c'est pas non plus transcendant, mais voilà, ça avance, ça évolue. Alors, on doit maintenant passer pour la rentrée 23 à des nouvelles mesures dans un sens, parce que le problème, à ce stade-ci, on pourrait se dire, ben, en soi, s'il n'y a pas de demande, c'est parce qu'il n'y a pas de besoin. Et donc, tout est parfait en soi. Donc, il n'y en a pas vraiment de souci ni de développement à faire. Donc, ce que l'on questionne souvent et qui remonte aussi facilement, ce sont les statistiques de nos helpdesk au niveau des départements informatiques et des sollicitations des conseillers technopédagogiques sur des demandes numériques. Et donc, en fait, on voit que lorsque l'on analyse les chiffres, on n'a pas eu de diminution importante sur les questions de base au niveau du helpdesk ou de base au niveau des conseillers technopédagogiques. Donc, on a toujours des enseignants qui ne savent pas créer une table des matières, on a toujours des enseignants qui ne savent pas utiliser Excel. Enfin, voilà, on a toujours ce type de problématique est toujours récurrent et revient régulièrement. Donc, en soi, on n'a pas réglé le problème des compétences numériques. Après, on s'en doutait un peu, mais en soi, on vérifie quand même. Et puis, ici, on doit passer une étape 2, donc une étape 3, en fait, qui est justement de passer à d'autres mesures qui permettront de développer les compétences numériques de l'ensemble des étudiants, mais aussi du personnel académique. Donc ici, on propose, donc les discussions sont encore en cours avec les ressources humaines et les responsables, de manière à obliger le diagnostic numérique de l'ensemble des collaborateurs. Parce que ça devient un problème structurel, en fait. Donc, l'employeur ne peut plus passer à côté de ceci. Donc, le département informatique nous dit, ben voilà, maintenant, c'est plus possible. On en a assez de ces personnes qui nous questionnent, enfin, monopolisent dans un sens le helpdesk parce qu'ils ont un déficit de compétences numériques de base. Donc, il faudrait essayer vraiment d'avoir une approche plus structurelle. Donc, le même principe, en fait, que l'application au ministère va être utilisé ici aussi. Personnellement, en tant qu'enseignant, avec la liberté académique, une obligation, ça peut sembler scandaleux. Dans un sens, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on trouve ça vraiment scandaleux, c'est vrai. Mais malheureusement, on est à un point tel que, après, ben, donc, 2 ans effectifs, peut-être 3 ans d'utilisation, à un point tel où malheureusement on ne peut plus passer à côté. Ça commence aussi à rentrer dans les mœurs des différentes facultés où effectivement il va falloir y passer parce que ça pose des soucis aussi. Donc globalement, cet aspect d'autodiagnostic obligatoire, ben voilà, c'est un peu un non-retour, on va devoir y passer. Après, le diagnostic est fait, vous avez d'excellents résultats, ben voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin dans le développement. En soi, ça va vous prendre une bonne heure et puis ce sera réglé. Et au moins, on aura une cartographie un peu suffisante de nos acteurs et qui permettront aussi d'avancer. Donc, cet aspect est en négociation. Il y a aussi cet aspect de reconnaissance. Donc, ils ont des formations à réaliser. Pix est intégré dans ce type de formation. Donc, il est intégré en tant qu'outil, ça c'est une chose, mais aussi valorisé. Une personne qui a plus de X, un niveau X sur des différents axes, va avoir une attestation didactique lui permettant de faire reconnaître
les parcours PIX qu'il a réalisés comme une formation. Donc, il y a ce principe aussi. Il y a aussi le fait des jeux concours, comme je le disais, de manière à mobiliser un peu plus. Il y a aussi voilà, cet aspect de relais PIX, mais aussi d'aspect concret dans l'enseignement des enseignants. Donc, on a beaucoup de discussions avec les responsables de programmes de manière à voir comment on peut intégrer PIX dans les différents programmes. Donc, est-ce qu'on l'insère dans un cours spécifique transversal pour tout le monde et donc un enseignant le fait pour tout le monde? Ou est-ce qu'on se divise le niveau de compétences défini d'un cours à l'autre et en fait, sur base d'un consortium, on avance tous ensemble, ou justement c'est une approche hybride et en fait on a un peu des deux ou les deux qui se mettent en place et donc on avance de manière hybride sur ces deux aspects. Donc ça c'est une discussion qui est encore en cours. Maintenant ça se dessine quand même sur le fait de le faire de manière hybride, d'avoir du transversal mais aussi du spécifique dans chaque cours et cursus. Puis aussi cet aspect de mobiliser voilà, des ambassadeurs PIX au niveau des étudiants aussi, donc au niveau des associations d'étudiants, de les mobiliser sur ces aspects-là, avec des concours, enfin voilà, il y a toutes des discussions qui se font aujourd'hui avec eux, où ils ont un tas d'idées sur la manière de pouvoir développer et faire avancer la partie développement de compétences numériques sur cet aspect. Donc, c'est un peu le point qui est en cours pour les aspects 2023. Bien sûr, ce qui a été fait, donc formation, Café Pix, mise à disposition de l'outil, révision aussi des parcours, tout ça continue. Maintenant, on rajoute encore une couche supplémentaire qui est celle-là. Donc, parce que donc, en fait, pourquoi est-ce que ça sent, vous allez me dire, oui, mais ça sent quand même beaucoup juste pour un projet, qui est un projet spécifique de compétences numériques. Mais c'est parce que, en fait, le problème, c'est que les compétences numériques sont le substrat de base, en fait, de l'innovation pédagogique, de l'innovation technopédagogique dont nous avons besoin pour faire évoluer nos enseignements. Et sans cette composante, on ne peut pas avancer dans la partie innovation pédagogique, innovation technopédagogique, parce qu'on a ces réalités d'enseignement commodal, hybride, à distance, qui revient de plus en plus. Donc, l'aspect de la formation à distance, notamment avec le Covid, est vraiment revenu de manière assez forte. Donc, les enseignants, mais surtout les étudiants, ne veulent plus, préfèrent avoir accès à un cours à distance plutôt qu'un cours en présentiel. Mais en fait, la partie cours à distance, ça semble simple de le dire comme ça, mais il y a tous différents principes technopédagogiques à intégrer de manière à ce que cette formation à distance soit cohérente et puisse répondre à un besoin structuré et surtout soit bien réalisée. Donc, ça demande énormément de travail de la part des enseignants, mais aussi des compétences technopédagogiques assez avancées. Et donc, sans ce substrat de compétences numériques transversales de base, on ne peut pas avancer dans ce principe de dynamique, en fait. Et donc, ici, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait une montée en compétences numériques de manière au moins à avoir une autonomie qui, à la suite, deviendra de l'innovation pédagogique, mais de manière à pouvoir, en fait, avoir une offre structurée qui répond à un besoin concret. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enseignants veulent avoir accès à cette formation, veulent avoir aussi accès à des outils, veulent être informés de ce qui se fait et veulent aussi avoir des formations qui sont cohérentes avec l'ensemble. Donc, c'est toute une formation d'offre de services qui est mise en place de manière à pouvoir justement répondre à ce besoin, qui est un besoin plus structurel de l'institution dans sa globalité, en fait, qui va bien au-delà de juste PIX et pourquoi utiliser PIX. Parce que lorsque l'on a des discussions, notamment avec les associations ou les représentants syndicaux, notamment sur la question de l'évaluation des personnes, eh bien, cette question se pose. Oui, mais pourquoi est-ce que le numérique est plus important que la gestion de projet, ou pourquoi est-ce que cet axe est plus important que le bien-être au travail, par exemple. Donc, il faut arriver aussi à montrer à ces différentes personnes qu'on a aujourd'hui des problèmes structurels, qu'en effet, un enseignant aujourd'hui qui ne maîtrise pas à minima certaines compétences numériques ne peut plus enseigner. Il y a des difficultés d'enseignement. Effectivement, que c'est ces compétences qui deviennent dans le top 5 des priorités et que donc justement, il faut trouver des solutions et des pistes d'action.
Donc voilà un peu l'état actuel de ce que je pouvais vous expliquer au niveau d'une institution d'enseignement supérieur. Je pense que vous avez beaucoup de questions, notamment sur les aspects d'obligation ou de développement ou de mise en œuvre du projet. Parce qu'en fait, en soi, on est passé par les mêmes étapes que vous, mais il y a 2 ans. Et donc voilà, c'est un peu le chemin qu'on a parcouru. Je peux pas vous dire que c'est le chemin qui va se faire chez vous, parce que forcément, il y a des éléments de contexte totalement différents qui interviennent. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci Aurélien. Il y a déjà des questions dans le chat, hein, mais n'hésitez pas à en ajouter pendant qu'on répond à celle-ci. Il y avait une première question qui est, pourriez-vous spécifier les campagnes d'évaluation que vous avez utilisées pour les enseignants? Donc pour les enseignants, on avait principalement 2 campagnes. Donc il y avait une campagne d'évaluation, je corrige. Il y avait une campagne d'évaluation et 2 campagnes de formation. Donc on a quand même choisi certaines compétences sur lesquelles ils devaient se former. Et donc le même principe, certaines compétences sur lesquelles on voulait un diagnostic. Donc comme je le disais, on a fait un choix avec les ressources humaines et les conseillers technopédagogiques sur les compétences que l'on voulait qu'ils puissent acquérir. Donc les thématiques visent principalement tout ce qui est collaboration, recherche d'informations. On a aussi beaucoup de soucis au niveau de tout ce qui est phishing, hameçonnage, etc. Donc il y avait une certaine composante là-dessus aussi. Donc tout ce qui peut faciliter le travail de l'enseignant en tant qu'enseignant, mais aussi en tant qu'employé d'une institution. Donc voilà, c'est un peu les grandes thématiques qui avaient été sélectionnées. Super, merci. Alors, il y avait une question spécifique pour Anne, mais si je ne me trompe pas, c'est une question plutôt qui ne consiste pas à être envoyée au groupe. Donc, je passe à la suivante. Et la question suivante est, vous avez déterminé les compétences numériques pour les enseignants, les étudiants entrants. Comment avez-vous déterminé celles-ci et pouvez-vous les partager? Oui, en fait, ce que l'on a, c'est on a créé un groupe de travail en fait qui a créé un référentiel de compétences basé sur Dishcomp. Et donc on a déterminé quelles étaient axe par axe les compétences que l'on attendait des étudiants, du personnel académique, du personnel administratif. Et, ce référentiel est public, donc je vous donnerai accès aux documents en question et il cible exactement les compétences attendues. Super. Bah, du coup, on vous renverra, si tu me le transféreras, peut-être Aurélien, moi je renverrai aux participants alors, hein, le lien Oui, pour ce peut-être le référentiel. trouver en lien, en Ou dans direct. dans le chat. Bah, je renverrai quoi qu'il arrive. Alors, une autre question qui, à mon avis, fait référence à ce que directement à quelque chose que tu as dit. La question est, pourquoi serait-il scandaleux d'imposer un autodiagnostic obligatoire pour les enseignants? Mais parce que j'ai eu la remarque, tout simplement, quand on a commencé à parler de ça aux facultés. Et donc, dans les facultés, ce sont souvent des profs, des enseignants, des chargés de cours ou autres qui sont là comme représentants. Il y a peu de personnel, il y a des personnes du personnel administratif, mais il y en a moins. Et donc, c'est évidemment ceux-là qui sont les plus, qui sont en direct lorsqu'on en a nos discussions, notamment dans les discussions avec les organisations syndicales. Et donc, ça a été un lever de bouclier immédiat sur le fait que c'était scandaleux, on touchait à la liberté académique, que en aucun cas on avait à évaluer un enseignant sur sa capacité à enseigner ou à disposer de compétences numériques, etc. Donc, ça a été des débats assez longs où j'ai dû les convaincre qu'en fait c'était une bonne chose, avec les DRH aussi, en leur expliquant que par des exemples vraiment précis en fait. L'année précédente, on a eu des intrusions dans différents applicatifs et au niveau notamment des mails d'enseignants qui s'étaient fait ficher et qui avaient été spammés et qui avaient communiqué des informations sensibles à, euh, à l'externe. Et donc, sur base de ces principes-là, l'organisation ne peut plus se permettre de. Et donc, l'obligation arrive. Et donc là, évidemment, c'est un peu plus mitigé sur l'aspect c'est honteux, etc. Et plus dans l'aspect constructif de se dire, OK, c'est donc nécessaire, mais comment on peut amener la chose de manière politiquement correcte, etc. Voilà. Ok, merci. Alors, il n'y a pas de nouvelles questions pour l'instant dans le chat, donc n'hésitez pas
à les écrire maintenant. Si vous sentez que votre question est plus facile à formuler à l'oral, vous pouvez aussi lever la main et on vous donnera la parole et vous pourrez allumer votre micro. Pas de problème non plus. Oui, Fabien? Oui, merci pour cette présentation. C'était vraiment intéressant d'avoir une expérience de votre université, entre guillemets. Ce que je me posais comme question, c'est comment est-ce que vous expliquez le faible taux de participation à tous les ateliers que vous avez menés justement par rapport à l'utilisation de PIX. Alors, je ne sais pas, ces ateliers, c'était des ateliers de remédiation ou c'était des ateliers de comment utiliser PIX, ce genre de choses? Donc, en fait, il y a eu deux types. Il y a eu des formations où là, c'était comment utiliser Pix. Il y a eu aussi après des cafés pédagogiques où là, en fait, on donnait une thématique, par exemple la collaboration, et où ils avaient des questions-réponses et on commençait par introduire le concept en soi, puis voir qui avait fait quoi, de quelle manière, etc., quelles étaient les questions. On en a pris quelques-unes et puis on échangeait là-dessus. Donc, c'était plus un espèce de dialogue, un café pédagogique en soi sur une thématique X. Donc, on a pris X thématiques et c'est à chaque fois une thématique spécifique. Donc, la collaboration cette semaine, dans 3 semaines, ben, c'est plutôt sur la cybersécurité, puis dans un mois sur la recherche d'informations, puis et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt sur une thématique. Donc, même à la limite, si la personne n'est pas intéressée par Pix, ben, ça peut peut-être l'intéresser, la thématique en question. Donc, c'était aussi pour élargir, pour pas tout centrer sur l'outil, mais plutôt centrer sur le besoin et la thématique. Après, le problème, il était peut-être aussi, donc, d'une part sur, en fait, le problème, c'est aussi le temps. Donc, il faut que on a mis ça sur le temps de midi. Certains, ça les arrange pas. Donc, on essayait le soir. Certains, ça arrangeait mieux que d'autres. Donc, c'est toujours de trouver le bon moment qui convient à tout le monde. La deuxième chose, c'est de communiquer suffisamment. Donc, on n'a pas énormément de moyens de communication. Donc, on a le mail ou l'intranet. Donc, peut-être on n'a pas mis des affiches sur chaque café pédagogique parce que bon, sinon, c'est pas possible. Donc, c'est un peu les moyens qui ont été mis en place, la motivation des personnes. Après, vous allez me dire peut-être que c'était pas bien clair, c'est pas clair et que c'était pas bien formulé et qu'en fait, il fallait peut-être être plus clair sur la manière de cibler l'outil et de cibler la thématique et d'expliquer en quoi ça consistait. C'est possible que c'était mal formulé. Maintenant, mal formulé une fois, mais mal formulé 10 fois, ça devient compliqué. Donc, il y a d'autres problèmes structurels, à mon avis, à régler. Après, peut-être qu'en fait, on était peut-être trop optimiste. Peut-être que 10 personnes, c'est très bien. Et que voilà, c'était peut-être pas nécessaire d'en avoir 50. Donc, voilà, c'est un peu le contexte. Aujourd'hui, on se dit que on cible mieux les thématiques. On relie, en fait, c'est des enseignants maintenant qui viennent expliquer comment ils font dans leur cadre de leur cours sur la thématique visée. Donc, ça améliore un peu plus. Donc, on espère que les prochaines séances, il y aura un peu plus de personnes impliquées. À voir. Merci. Et on a une réaction de Perrine qui dit finalement les difficultés sont les mêmes partout. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on discute aussi avec des collègues de Lyon, des collègues qui ont dans les universités ou hautes écoles qui utilisent Pix, et on se rend compte qu'en fait, c'est un peu la même réalité un peu partout dans l'implication. Après, l'aspect obligation, certains y sont passés. Ça résout le problème. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas aussi à lever la main, à prendre la parole ou à écrire dans le chat si vous préférez. De nouveau, Fabien, ouais? Je Oui, t'en c'est prie. juste. Hein. Bon, merci. C'est juste par rapport à Pix, donc l'expérience que on a déjà, etc. C'est que je trouve que c'est un très bel outil de diagnostic, effectivement. Je trouve où le bas blesse un petit peu, si je peux me permettre, c'est la partie et après. C'est-à-dire qu'on a à la suite du diagnostic, voilà, je pense des liens avec des ressources proposées, mais qui vont un peu dans tous les sens et dans toutes des ressources différentes. Il n'y a pas quelque chose. Ce serait bien d'avoir un PIX, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais un PIX remédiation, ou en tout cas un module qui resterait cohérent et commun. Ça veut dire que c'est aussi aux hautes écoles, aux universités, mais il ne faudrait pas que chacun réinvente aussi la roue dans ces hautes écoles et ces universités, et d'avoir aussi des parcours d'auto-formation. Je pense que ce serait idéal. Maintenant, c'est un gros boulot, évidemment. Oui, après, c'est surtout l'aspect contexte, en fait. Hein. Quand vous dites, ben oui,
le lien de l'après, il se fait parce que la personne s'identifie dans le contexte visé. Et donc, si, en effet, la ressource montre, pour un enseignant, montre concrètement en collaboration dans une classe ou avec des collègues comment je peux faire, ben c'est sûr que c'est beaucoup plus aidant qu'un tutoriel qui montre comment on se sert de Google de manière générique. Donc, ça, c'est sûr. Après, donc, dans le cadre du projet PIX F8B, il est prévu d'avoir un PIX Plus, donc une espèce de banque de questions plutôt contextualisée PIX F8B. Après, je pense que ce qui répondra un peu plus, notamment pour la partie académique, hein, pour le personnel administratif et technique, moi je trouve que quand même ce qui est là est déjà quand même pas mal fait. Et puis, je pense que ça répond quand même à un besoin. Mais pour le personnel académique, c'est vrai que quand il y aura le PIX édu, ben là, je pense que la boucle sera bouclée au niveau de la contextualisation. Après, il y a une évolution aussi qui se fait chaque jour sur les contenus, les formations. Peut-être qu'à un moment, on pourra aussi lier les formations IFC, les formations ou d'autres types de formations qui sont déjà existantes, etc. Hein. C'est juste, voilà, c'est un développement à venir. Mais... Merci. Alors, il y a une question dans le chat. Pour obtenir le certificat, combien de temps de travail faut-il compter? Donc, il faut un minimum, je crois, on tourne autour de 500 PIX, me semble-t-il, pour avoir accès à la certification. Donc, pour réaliser 500 PIX, ça, je sais vous donner un détail précis, il faut une matinée pour quelqu'un qui le fait. Parce qu'en fait, au ministère, pour avoir 500 PIX, pour avoir les cadeaux 500 PIX, ils ont tous regardé combien de temps ça prenait pour avoir le cadeau. Donc, en moyenne, on sait combien de temps ça a pris d'avoir 500 PIX. Et donc, on tourne entre une avant-midi, enfin, je veux dire une demi-journée de travail et un peu plus qu'une demi-journée de travail pour arriver à 500 PIX. Parce qu'en fait, on peut piocher un peu partout pour avoir 500 PIX. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça que je sais le temps que ça prend. Merci. Alors ça, je pense que c'est une réaction. Hein. Pour les étudiants, il faut se motiver, participer, se former. Et c'est vrai que ça peut être difficile parfois de maintenir tous les étudiants pendant tout le parcours. Mais c'est une réaction, je suppose, dans le chat ici. Oui, tu voulais peut-être réagir? Peut-être j'ai complété, oui. Donc, en fait, je donne un cours sur la digitalisation transversale. Et donc, PIX est obligatoire dans le cadre du cours. Et je trouve que j'ai moins de soucis avec les étudiants qu'avec les enseignants. Parce que les étudiants le font. Je pense que l'aspect ludique intervient énormément. Parce qu'on a une autre plateforme de formation aussi qui s'occupe d'aspects plus spécifiques. Et c'est vrai que sur cette plateforme-là, ils disent tout ça, c'est long, c'est pas hyper bien traduit, etc. Mais au moins dans PIC, c'est motivant. Il y a cet aspect ludique qui intervient, etc. Donc, on a quand même, je vais dire, sur les étudiants, j'ai moins de soucis. Et à la fin, ils sont globalement assez contents de l'avoir fait. Bien sûr, le fait de pouvoir avoir la certification, le petit diplôme en plus, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est, je veux dire, moins compliqué, je trouve, avec les étudiants qu'avec les enseignants. Ok. Et alors, Luc partage sur le chat le site PIX France. Là, il dit que le test démo gratuit et permet déjà de s'auto-évaluer, etc. Je donnerai même le lien de Pix, il y a le même sur pix.org, qui est peut-être mieux parce qu'il n'y a pas de question française. Ah oui. Ok. Ah, bah voilà, j'allais dire, est-ce qu'il y a une question? Il y en a une. Avez-vous envisagé de rendre la certification PIX obligatoire pour certaines catégories d'étudiants? Oui, pour tout ce qui est faculté, haute école de gestion, ingénieur, etc. Parce que pour eux, c'est indispensable. Mais en fait, ce que l'on demande, en fait, maintenant, ce qu'on va demander, c'est qu'il la fasse en début d'année, avant cursus. Pour être sûr, notamment, les enseignants préfèrent qu'ils l'aient fait avant pour éviter, parce qu'il y a un tas de questions de helpdesk, etc., que chaque prof, enfin chaque enseignant doit traiter. Un étudiant qui n'arrive pas à faire un tel ou tel graphique ou tel
un tableau croisé dynamique, par exemple, très peu d'étudiants savent faire ça. Donc, ils veulent plus avoir d'étudiants qui arrivent, notamment en bac 1, avec ce problème dans leur filière. Donc, ça va être demandé pour certaines filières, oui. Ok. Est-ce qu'il y aurait une dernière question peut-être, parce que là on approche de l'heure de fin. Une dernière question dans le chat ou oralement? Alors, oui, on a une question de Fabien. Je t'en prie, Fabien. C'est plus vraiment une question, c'est plutôt une réaction aussi. Parce que je pense aussi que, autant je partage l'idée qu'il faudrait que tous les enseignants, en tout cas les nouvelles recrues enseignantes, aient un seuil minimal, entre guillemets, en termes de certification, de compétences numériques générales, etc. Et autant pour les enseignants qui sont déjà en place, ce que je peux comprendre, enfin, moi je suis dans le monde du numérique, donc ça ne me fait pas peur, mais je veux dire des collègues qui ont eu une formation il y a un certain nombre d'années, qui n'ont pas connu le numérique, etc., et qu'on leur demande de se plonger dans ce genre de choses, et je peux comprendre que ça leur fait énormément peur. Et le problème que je rencontre, moi en tant qu'accompagnement technopédagogique, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Et vous allez me dire, bah oui, la formation continue, mais il manque dans leur horaire, je pense qu'il faudrait parce que si on les oblige à passer un test, si on les oblige, etc., il faudrait aussi leur donner la possibilité d'avoir des heures dans leur horaire, un petit quota, mais justement de suivre une formation. Parce qu'en fait, le problème, c'est ils ont le nez dans le guidon, il y a tout ce qui est administratif, il y a les cours, etc. Et en fait, après, prendre encore du temps à se former, et ça peut prendre du temps pour des gens qui n'ont peut-être pas ces compétences. Oui, c'est tout à fait juste. En fait, en Belgique, je suis bien conscient. C'est vrai qu'en effet, il faudrait prévoir ce principe. Après, en Suisse, le modèle est fait que chaque enseignant a 10% de sa charge pour son développement professionnel, compris dans son cahier de charge. Donc, de mon côté, j'ai aucun souci à leur demander de faire PIX. Mais par contre, en Belgique, c'est vrai. Parce que le point de temporel, d'aspect chronophage intervient rapidement. Donc, c'est bien, mais on a autre chose à faire. Et bon, voilà. Le temps n'est pas extensible. Merci beaucoup. Ben, du coup, merci à Fabien pour cette dernière intervention. Ben, je vais laisser la parole à Brigitte pour clôturer, mais j'en profite juste pour remercier Aurélien pour la clarté de ces informations-là et pour nous avoir accordé une partie de son temps comme ça. Et merci à Anne aussi pour les mêmes raisons. Mais voilà, je passe la parole à Brigitte pour clôturer. Bonjour à l'équipe pour remercier Aurélien et Anne pour leurs interventions. J'espère que tout ce qui a été dit et discuté aujourd'hui vous inspirera pour vos pratiques. Bien sûr, on n'est pas exactement dans le même contexte, mais moi, pour ma part, j'ai pu remarquer qu'il y avait eu cette mobilisation de différents acteurs, une implication dès le moment de l'intégration sur la réflexion sur l'intégration de la formation au numérique, que ce soit avec des conseillers pédagogiques, avec des responsables de différentes facs, des chefs de département, etc., l'helpdesk. Donc, vous pourrez peut-être retrouver chacun ce qui concorde éventuellement avec ça et vous poser la question de qui vous impliquez, parce qu'on sait aussi que toute innovation nécessite une adhésion au projet et donc de pouvoir aller ensemble vers des objectifs communs. Encore merci Aurélien pour cet échange, ce partage. Je vous donne rendez-vous à tous pour les prochains événements ETIS et notamment sur, Comet. Je ne suis pas encore habituée. Mais donc, à bientôt. Et si vous êtes toujours intéressé principalement aussi par PIX, eh bien, rendez-vous là. Et n'oubliez pas le CRP qui est tête de réseau pour aussi répondre à toutes vos questions et aussi des partages. Au revoir, bonne journée, bon week-end en avance et bonne fin d'année. Donc on y est, ça commence à être tout doucement la saison. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.